Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro du journal de la Méditerranée. Alors cette semaine, nous irons dans le sud de la France où le taux d'ensoleillement est élevé et donne des idées. Vous découvrirez le plus grand parc photovoltaïque de Languedoc-Roussillon, une centrale solaire totalement acceptée par les agriculteurs qui y trouvent leur compte. Puis nous ferons une plongée dans le golfe d'Ajaccio. Des archéologues sous-marins sondent le site à la recherche d'objets du quotidien. Et vous verrez qu'en Méditerranée, la pêche est souvent miraculeuse. Cette fois-ci, ils ont trouvé des silex. Alors, de quelle époque datent-ils et d'où viennent-ils? C'est ce que nous vous dévoilerons. Enfin, je vous emmènerai à la découverte des plus beaux caps de la Côte d'Azur et vous verrez que ces sites naturels d'une beauté exceptionnelle attirent depuis des décennies des personnalités du monde entier. Mais pour commencer, une escale en Tunisie. De plus en plus d'entreprises récupèrent nos vêtements usagés en France pour les revendre à bon prix de l'autre côté de la Méditerranée, tout en encaissant l'écotaxe. Un business très lucratif sur lequel ont enquêté nos confrères d'Envoyé spécial. Nous partons dans l'une des régions où les Français donnent le plus de vêtements, près d'Avignon en Provence. Devant un hangar d'une société de collecte, nous filmons un camion porte-conteneurs dans lequel sont chargés de gros sacs de vêtements. Nous entrons en caméra cachée. Au fond du hangar, un stock de petits sacs de vêtements encore fermés et des ballots blancs chargés dans le conteneur. Nous demandons où part le camion. Ça va où ça? Là, pour l'instant, un mois brûlé, puis ça, Ah, dans le nord pas de Calais? Ah, pardon. Non, moi je disais juste où ça allait. Je demandais juste où ça allait. Il m'a dit ça va dans le nord de la France, c'est ça? Pour être trié. Pour être trié, oui. Ah, beaucoup. Au revoir. Le camion démarre. Nous décidons de le suivre. Il prend l'autoroute, mais pas vers le nord, vers Marseille. 1 heure plus tard, il arrive à l'entrée du grand port autonome. Nous entrons en caméra discrète. Le conteneur de vêtements est déchargé sur le quai réservé au départ pour la Tunisie. Ces vêtements n'ont pas été triés dans le nord de la France comme on nous l'a affirmé. Dans 2 jours, ils seront débarqués sur le port de Tunis. Nous partons nous aussi pour la Tunisie. Nous y retrouvons Mehdi. Comme des dizaines d'autres importateurs tunisiens, il reçoit chaque semaine des containers venus de France. On a des remorques qui arrivent aujourd'hui, cet après-midi. Le pays importerait chaque année 100 000 tonnes de textiles français. Dans son usine de tri, une 50aine de personnes travaillent 6 jours sur 7. Nous retrouvons des gros sacs de toile blanc. Cela viendrait encore d'une autre société française. Les logos nous sont familiers. Ce sont bien les sacs que nous déposons dans les containers de France. Je demande, c'est Galerie Lafayette. Des boutiques français, hein. Ça, c'est ensemble protéger l'environnement. Officiellement, c'est trié? En France, ça se vend comme étant c'est du trié, mais c'est pas trié en réalité. C'est de la marchandise non triée. Mais je crois pour des raisons pour gagner du écotaxe ou quelque chose comme ça, des privilèges fiscaux, c'est pour cela qu'ils déclarent comme étant ces marchandises triées. Nous nous sommes procuré une de ces factures émises par ces sociétés françaises. On peut y lire « balles de friperie, triées et classées ». Certains patrons contourneraient la loi pour toucher l'éco-contribution sans trier ni recycler. C'est de l'arnaque. Ça nous permet de travailler, mais c'est pas honnête. Dans la marchandise qui arrive de France, il y a même des vêtements déchirés ou tachés que Mehdi ne peut pas vendre. La poubelle, on trouve dans la marchandise. Et qu'est-ce que vous allez en faire, vous, de tout ça? Ben, on les jette. On les jette. Nous voulons voir où il jette cette marchandise invendable. Environ 1/3 des vêtements qu'il rachète. Voilà, c'est tout ça, c'est de la poubelle. C'est de la friperie. Une montagne de déchets textiles en état de décomposition, jetés dans un terrain vague. C'est les poubelles d'Europe qui viennent en Tunisie. Voilà. Chaque année, environ 30 000 tonnes de vêtements que nous donnons finiraient ici,
dans ces décharges à tissu. C'est l'un des lieux les plus visités au monde, la place Saint-Marc à Venise. 34 millions de touristes y déambulent chaque année. Un symbole de la Sérénissime qui se dégrade, victime de l'affluence et de la pollution. Mais comme l'État italien n'a plus d'argent pour restaurer son patrimoine historique et culturel, des résidents de Saint-Marc proposent de faire payer l'accès à la place pour financer les travaux. Les canaux, les gondoles, chaque année 34 millions de touristes viennent admirer cette carte postale. Ils pourraient bientôt payer pour poser les pieds sur le symbole de Venise, la place Saint-Marc. De quoi rendre moins romantique la visite. C'est Alberto Nardi qui milite pour ce projet, le président des résidents de Saint-Marc. Il veut faire installer des portiques sous les entrées de la place, ici notamment sous la célèbre tour de l'horloge. Et comme un péage, chaque touriste qui passerait dessous serait ponctionné au passage. Ça serait un billet à code barre avec un portique ici. Et en passant, il y aurait un signal vert pour autoriser l'entrée. Évidemment, côté visiteur, on n'est pas fan de l'idée. Je pense que c'est pas une bonne chose pour les touristes. Ça mettrait quelque chose en plus, donc du coup, on ne viendrait pas aussi naturellement sur cette place. On ne doit pas payer un ticket d'entrée sur une place publique. Ça enlève tout le charme de Venise. Mais transformer la place Saint-Marc en club payant, c'est nécessaire, estiment les promoteurs de l'idée, pour en assurer un meilleur entretien, car aujourd'hui les lieux sont ternis. Ici, on peut vraiment constater l'effet de la pollution. La pierre est noircie. Et il y a aussi les déchets laissés par les visiteurs, les pigeons qu'on nourrit pour la photo alors que c'est formellement interdit à cause des dégâts de leur déjection. Les travaux s'énumèrent à l'infini et les pouvoirs publics ne sont pas vraiment présents. Regardez, ici c'est évident, c'est le résultat du passage de tous les touristes. Le billet va être très utile, car comme tout le monde le sait, les caisses de l'État sont vides. Payer pour accéder à un lieu public, une place, un village même, une raison. L'Italie ne manque pas de joyaux, mais elle peine à les entretenir. Civita di Bagnoregio, cité étrusque fondée sur un piton il y a 2500 ans. Annexée par les papes au Moyen-Âge, elle est restée en l'état depuis. Pour y accéder, depuis l'été 2013, il faut payer 1,50 € par personne. Le village comme un musée à ciel ouvert. Mais à en croire le maire, ça a été tout bénéfice. Ça a crédibilisé les lieux au point de multiplier les visiteurs par 10 et ça a permis aux habitants de voir leurs impôts diminuer. Avant, on avait seulement 42 000 visiteurs par an. Aujourd'hui, on approche les 400 000. Ça nous apporte des ressources pour le budget municipal. On a fait baisser les taxes. On a le taux d'impôts locaux le plus bas du pays. Rendre l'accès aux lieux publics payants, l'idée va faire florès en Italie. À Rome, on pense déjà à étendre l'obligation d'un ticket d'entrée aux simples abords du Colisée et des forums impériaux. C'est le plus grand parc photovoltaïque du Languedoc-Roussillon. 300 000 panneaux solaires installés à Hortafà dans les Pyrénées-Orientales. Sa particularité, il a su répondre à 2 exigences imposées par la mairie. S'intégrer au paysage et préserver l'activité agricole du village. Un projet innovant qui a séduit 70 agriculteurs. Aujourd'hui, les moutons paissent à l'ombre des panneaux solaires. Angie, viens. Fly à gauche. Ces brebis du Roussillon. Angie, viens. Angie au pied. Broutent au milieu de panneaux photovoltaïques. À ta place! Entre éleveurs et énergie solaire, la cohabitation est possible. Pas question de supprimer la terre aux agriculteurs dans le plus grand parc photovoltaïque du Languedoc-Roussillon. 300 000 panneaux produisent 35 millions de kilowattheures par an, l'équivalent de la consommation de 15 000 habitants. Allez. Ce berger faisait paître ses animaux au même endroit auparavant. Angie, viens. Des clôtures ont été installées, l'herbe a même été ressemée spécialement pour ces brebis. Elles y ont gagné, l'éleveur aussi. Les brebis sont au repos, elles ne souffrent pas de la chaleur et elles ont quand même une herbe qui, elle aussi, souffre beaucoup moins. Mais le berger n'est pas le seul à y avoir gagné. Ce vigneron vendange au cœur de la centrale photovoltaïque. Certaines de ces vignes ont été arrachées pour pouvoir installer des panneaux solaires.
Ah, donc, il y en a des secs, hein, on les met pas. Réticent au départ, André Parcé a vite changé d'avis. On était vigneron dans la famille depuis plusieurs générations et ça fait quand même mal au cœur pour un vigneron de voir des panneaux solaires remplacer la vigne. Mais aucun hectare de vigne n'allait être perdu. Pas de perte, car il a replanté de nouvelles vignes sur de meilleures terres. Il a obtenu du nouveau matériel. Le tout financé par l'entreprise qui exploite aujourd'hui le parc solaire. Une entreprise qui a dû convaincre tous les agriculteurs de louer leurs parcelles. Il a fallu fédérer 74 propriétaires pour avoir une emprise foncière délimitée avec les contraintes environnementales, les talus, les fossés, les haies. Résultat, 10 parcs reliés les uns aux autres et un milieu naturel préservé. Des conditions exigées par le maire de la commune, ancien vigneron. Tous les travaux ont été payés par l'entreprise et le village bénéficie même de taxes foncières au point d'éponger ses dettes. Grâce à cette centrale, je crois que nous pourrons continuer nos investissements communaux dans des conditions raisonnables sans devoir augmenter les taxes locales et donc les impôts locaux. Un village de 1500 habitants qui produit 10 fois plus d'électricité qu'il n'en consomme, tout en conservant sa vocation agricole. Une première en France et un exemple. L'objectif du gouvernement, doubler la production d'énergie renouvelable d'ici 15 ans. Développer les énergies propres pour lutter contre le réchauffement climatique et ses effets dévastateurs, c'est un enjeu majeur. L'élévation de la température des océans, par exemple, a déjà des conséquences sur le monde marin où l'on observe certains bouleversements. C'est le cas des algues en Méditerranée. Depuis quelques années, des espèces venues d'ailleurs prolifèrent et bouleversent l'équilibre de l'écosystème local. Sous les eaux bleues de la Méditerranée, les fonds marins nous racontent une étrange histoire, la saga d'une famille australienne partie à la conquête de la Côte d'Azur, les Colerpa. Première arrivée sur les lieux en 1984, Colerpa taxifolia a longtemps colonisé le littoral. Depuis 10 ans, c'est un mystère scientifique, l'espèce est en régression massive partout dans le monde. Sitôt partie taxifolia, voici que débarque sa cousine Colerpa racemosa. Elle a pris ses quartiers en Corse, à Porquerolles, et elle se répand à toute allure. Elle ne cesse de progresser à un rythme vraiment surprenant. Alors c'est moins visible que la taxifolia parce qu'elle est plus petite, mais l'inconvénient c'est qu'elle a des stolons rampants, comme des racines rampantes si vous voulez, extrêmement denses, qui forment un genre de duvet sur le fond. Rendez-vous compte, il y a 1 km de stolons par mètre carré. Ça fait comme une feutrine. Et donc ça asphyxie un peu les sols. C'est très gênant pour la faune et la flore qui se développent sous le sol ou au voisinage du sol. Beaucoup plus petite que les Colerpa, la microalgue Ostreopsis uvata est arrivée dans les eaux méditerranéennes au début des années 70. Sa présence est invisible mais bien sensible. Elle prolifère ce qu'on appelle des blooms, des grandes proliférations de cette algue. Ça se fait depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Et quand ça prolifère l'été, les gens qui peuvent être en contact avec cette algue peuvent avoir des irritations cutanées, des irritations oculaires ou des irritations de la sphère ORL. Prolifération d'algues vertes sur les côtes de Bretagne ou devant le port de Qingdao, échouage de sargasses sur les plages de Martinique. L'apparition d'espèces d'algues invasives est un phénomène mondial, de la Méditerranée jusqu'en mer de Chine. Et si les algues invasives apprécient ces fonds marins, la Méditerranée est également un formidable terrain de jeu pour les archéologues sous-marins. Chaque année, des centaines de fouilles subaquatiques sont menées et mettent au jour des vestiges vieux de plusieurs millénaires, témoins précieux de l'histoire et de la culture méditerranéenne. Nous avons suivi 2 plongeurs dans le golfe d'Ajaccio lors d'une de ces campagnes de fouilles. Départ d'Ajaccio, direction Kotice-Avari située à quelques kilomètres. Pendant des siècles, les bateaux mouillaient ici. Les fonds en ont gardé des traces. Ces archéologues sous-marins se sont donc intéressés au site. On est sur la partie impeccable. On est sur la partie sud. C'est un mouillage qui est connu quand même pratiquement depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, qui est donc encore utilisé.
et qui est quand même un bon abri donc, dans le golfe d'Ajaccio. Allez, dépêche-toi. Pendant un mois, Hervé Alphonse et Philippe Gondolfo ont eu l'autorisation de sonder le site. Techniquement, ils ont pu creuser 6 trous d'1 mètre carré chacun. Trois de ces prélèvements n'ont rien donné, quant aux 3 autres, en revanche. Alors, on a mis les coordonnées en 3, profondeur et truc. Ce qu'on a remonté dans le premier porteur. Ça c'est joli ça. Petite anse, ça s'approche des amphores cylindriques bas-empire. On est bien dans le 4e, 5e après Jésus-Christ. Ouais. Regarde, l'empreinte du pouce du potier quand il a posé sa anse. Ça c'est toujours extraordinaire comme témoignage. C'est des objets usuels, ils ont vécu, ils ont une histoire, ils ont été fabriqués, utilisés. Et nous, on est le dernier maillon, avant les musées, à pouvoir les manipuler, à être autorisé à les toucher, les manipuler, les étudier. Des morceaux d'amphores dites africaines en abondance, comme autant de témoignages pétrifiés d'une activité commerciale dans le golfe d'Ajaccio à la fin de la période romaine. On trouve en même temps donc des fragments d'amphores qui eux semblent être du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Et on va jusqu'à même du moderne, puisque là, il s'agit d'un fragment de céramique vernissée qui date du 16e, 17e siècle. Bien usé, hein. On voit qu'elle a souffert. Nouvelle plongée, et c'est une toute autre découverte qui intrigue ces archéologues. Des silex sont disséminés sur le site en quantité. Ce matériau est utilisé en Corse depuis la nuit des temps, mais il n'en existe aucun gisement naturel sur l'île. Donc il a forcément été transporté. Il est venu forcément par voie maritime. Ensuite, eh bien, il a été utilisé de la préhistoire jusqu'à nos jours. La préhistoire, bien, on en connaît l'utilisation. À nos jours, c'est-à-dire fin du 19e siècle, aussi bien dans les pierres pour les fusils que pour les briquets avec l'amadon, la charine et en Corse, donc le silex étant appelé Euskalia ou Petra Batifogo. Ça a été connu de nos anciens, quoi. À quoi servaient précisément ces galets? À quelle période ont-ils été transportés? Pour le savoir, retour à terre, à la direction des affaires culturelles. Bonjour. C'est pour vous. Voilà. Si des silex ont parfois été trouvés dans les fonds marins autour de l'île, c'est la première fois qu'on en découvre une telle quantité. Toutes les tailles, c'est ça qui est assez étonnant. Oui, c'est vrai. On trouve, Oui, c'est vrai que c'est très varié. Le fait qu'on ait trouvé dans différents points tout autour de l'île ce type de galets de silex, vraiment toujours à proximité des plages, ça nous fait vraiment pencher pour une hypothèse de chargement, de cargaison de l'est de bateaux. Ça peut être l'altération aussi qui donne des aspects un peu particuliers. Des silex, certainement utilisés pour lester les bateaux et non pour fabriquer des briquets ou des armes à feu. C'est donc la piste privilégiée par cette scientifique. L'hypothèse d'une cargaison datant de la préhistoire est également écartée. Pour ces périodes préhistoriques, on a des approvisionnements plutôt depuis la Sardaigne, depuis le nord de la Sardaigne, avec des types de silex bien spécifiques, donc très différents de ceux-là. Par rapport au référentiel qu'on a pu collecter, élaborer, on n'a pas de type qui se rapproche, pour ce qui me vient à l'esprit, pas de type qui se rapproche de ces silex-là. Donc il faut chercher l'origine dans d'autres secteurs, d'autres régions. Peut-être en Italie, peut-être en France continentale. Cette phase de recherche est aujourd'hui terminée. Mais les silex de Koticha-Vari sont pour l'instant loin d'avoir livré tous leurs secrets.
On quitte l'île de Beauté pour rejoindre les rivages des Alpes-Maritimes. Nous vous emmenons maintenant à la découverte des plus beaux caps de la Côte d'Azur. D'est en ouest, les caps Martin, d'Aille, Ferrat et d'Antibes sont des sites d'exception qui, depuis le début du 19e siècle, ont attiré tous les grands de ce monde, des lieux chargés d'histoire. L'impératrice Eugénie l'appelait « la grosse tortue verte avec sa forêt de pins hirsutes ». Le cap Martin a vu défiler nombre de couronnes. Elle chassait dans la forêt avec les princes monégasques ou marchait sur le sentier littoral. Le titre de championne du Cap revient indéniablement à Élisabeth d'Autriche. La fameuse Sissi était une marcheuse invétérée. Elle faisait 20 km facilement. Elle rejoignait Nice à pied, justement par ce sentier littoral. Et dans son sillage, dans les années 1890, le Cap Martin va s'urbaniser et développer évidemment ce tourisme de luxe avec ses hivernants et son sillage de têtes couronnées et de célébrités. Au XXe siècle, les personnalités défilent Coco Chanel, Sacha Guitry et Sir Winston Churchill. J'ai infiniment apprécié mon séjour à Roquebrune-Cap Martin et l'accueil que vous m'avez réservé me sera toujours le plus agréable des souvenirs. Depuis Roquebrune, le sentier se poursuit sur 3 km jusqu'à des trésors d'architecture, la villa d'Hélène Gray et le cabanon Le Corbusier. Construits dans les années 20, des chefs-d'œuvre de modernité avec vue sur Monaco. Le peintre Gérard Hatton-Gauthier parcourt avec bonheur et de bonheur cette promenade Le Corbusier. J'aime bien venir ici, surtout le matin très tôt, vers 6h30, 7h. Il n'y a personne, il y a des senteurs qu'on obtient par les pins, par toute la végétation autour, et puis entendre le bruit de la mer, les vagues. Le sentier littoral a été aménagé en promenade il y a 100 ans grâce à un mécène mentonais, le docteur Gugliel Minetti. Le cap Rognoso, une des petites péninsules constituant Cap d'Aille, surmontée de la villa de Roque. C'est là que Greta Garbo, la divine, trouva refuge dans les années 50, loin des photographes. Le sentier littoral part de la plage de la Mala. Il longe nombre de villages chics. Sacha Guitry, s'il n'affectionnait guère la baignade, y acquitte une maison au bord du sentier où il aimait se promener. Ma villa du Cap d'Aille, c'était le calme et le repos. C'était aussi l'inaction. Le photographe Guillaume Barclay apprécie particulièrement ce début de parcours. On est quasiment dans un petit village où tout le monde se connaît, tout le monde se salue, où on peut venir se balader, où il y a encore des petites criques où on peut aller se baigner et c'est pas blindé de monde, quoi. Et surtout dans des endroits complètement magiques comme est la plage de la Mala où la plage est au bord des falaises, c'est un endroit sublime. Mais l'initiateur de la renommée de Cap d'Aille est un financier audacieux du 19e siècle, le baron de Pauville. À la belle époque, un Parisien fortuné, le baron de Pauville, est tombé amoureux littéralement de Cap d'Aille. Il a acheté différentes parcelles, a décidé de s'y installer et a construit différentes maisons, notamment l'hôtel Éden qui est sur les hauteurs de Cap d'Aille. Et puis après, il a revendu ses parcelles au gré de ses envies. Et c'est ainsi vraiment qu'est né Cap d'Aille, tel qu'on peut encore le connaître à l'heure actuelle, avec ses villas belle époque charmantes qui sont un atout pour notre commune. Sur la pointe des douaniers siège un restaurant, une institution tenue de longue date par une famille de restaurateurs de Cap d'Aille. Thomas Botticini se rappelle l'époque où ce lieu était à la fois jet-set et simple. C'était vraiment l'ambiance donc, des cabanons, comme on dit, donc les gens qui viennent l'été pour se faire des oursinades en bord de mer, des choses comme ça. Les gens profitaient de la plage et puis venaient ici un peu sur le bord de mer donc, pour se restaurer, mais toujours des choses assez simples, des sardines grillées, des produits comme ça. Toujours pêcher ici, quoi. Le sentier de la pointe des douaniers fut arpenté dès le XVIe siècle par les gardes de la principauté de Monaco. Il présente l'originalité d'être sur une roche volcanique, héritage d'un passé géologique tourmenté. Le chemin borde la rade de Villefranche-sur-Mer. Nous sommes sur le Cap Ferrat, un bijou serti de vues panoramiques et de plantes méditerranéennes. Hors saison, les promeneurs sont rares. Thierry Arzins, écrivain et journaliste, aime particulièrement l'extrémité du cap et son phare, érigé en 1732.
C'est un lieu qui a une source d'inspiration extraordinaire. Quand vous voyez tout ce paysage, cette grande bleue derrière nous, j'en ai là pour écrire. C'est magnifique. D'ailleurs, on l'appelle la presqu'île de rêve, c'est pas pour rien. Dès le 19e siècle, les aristocrates et artistes ont jeté l'encre sur cette presqu'île de beauté. Somerset Maugham, le romancier anglais, qui reçut notamment dans sa demeure deux tourtereaux venus échapper aux paparazzi, Alain Delon et Romy Schneider. Également Jean Cocteau, et bien avant lui le philosophe Friedrich Nietzsche, qui s'y promena et écrivit à sa mère son amour pour l'endroit. Je suis allé à Mont-Cap Saint-Jean. J'ai fait une course tout le long de la côte. Votre Friedrich a bu 3 grands verres de vin du pays qui l'ont légèrement enivré, du moins, criai-je ensuite aux vagues quand elles venaient ronfler trop violemment vers moi. Ces vagues, toujours présentes, viennent s'écraser avec force sur la partie est du Cap Ferrat où la falaise côtoie d'étranges piliers dans la mer. À la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y avait ici une carrière de pierre. C'est pour ça qu'on l'appelle ici le chemin de la carrière. Et ces piliers, ce sont les vestiges des installations qui permettaient le chargement des barges qui transportaient ces pierres. Ces barges étaient ensuite tirées par des remorqueurs. Et cette carrière a notamment servi à l'approvisionnement en pierre pour la construction du port de Monaco. C'était dans les années 1900-1904, par là. Ces 8 kilomètres de nature sont préservés par la loi littorale, rempart contre les excès de l'urbanisation. Le sentier du Cap d'Antibes. C'est d'abord une vue depuis la Garoupe. Mer et montagne, imprenables. Il s'appelle tire-poil ce sentier, tirapéou en provençal, à cause de ces rochers piquants qui taquinent la peau. Parmi ses visiteurs fidèles, Philippe Gavin, un aquarelliste passionné du Cap. Ce que j'aime, c'est qu'à la fois on a du minéral, on a de l'eau, et puis ça change tout le temps. C'est jamais la même chose. Chaque jour est différent. Après des années de débordements immobiliers, le sentier littoral a retrouvé son intégrité. Aujourd'hui, il se poursuit sans interruption jusqu'à la Villa Hélène Rock et son annexe maritime, siège de nombreuses fêtes dans les années folles. Là, vous êtes à la piscine privée des Beaumont, qui étaient les propriétaires de la Villa Hélène Rock, et qui recevaient tous leurs amis, c'est-à-dire toutes les célébrités de l'époque. Il y a eu des Gloria Swanson, il y a eu des Rudolph Valentino, des gens comme ça qui se sont baignés dans la piscine. On peut citer aussi Marlène Dietrich ou Francis Scott Fitzgerald qui ont visité et même habité le Cap d'Antibes. Mais celui-ci n'a pas toujours été aussi glamour et c'est ce que vient rappeler la fin du parcours. Le sentier tire-poil devient sentier des contrebandiers et se termine par l'anse de l'Argent Faux. C'est ici, à l'abri des regards, que se passaient les trafics maritimes depuis la nuit des temps. Et sachez que vous pouvez voir ou revoir ces reportages sur les réseaux sociaux via notre page journal de la Méditerranée. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, que vous habitiez de ce côté-ci de la Méditerranée ou de l'autre côté. Au revoir, à la semaine prochaine.